Sur la terre des pharaons, un homme cherche à résoudre un mystère vieux de 4300 ans. Sur les traces d'un royaume disparu qui renaît à la vie, il part en quête d'un pharaon perdu. L'archéologue français Vassil Dobrev, c'est le rêve insensé de se retrouver face à face avec les architectes d'un autre âge. Quand il y a du sable pur, ça veut dire qu'au-dessous il y a autre chose, hein. C'est clair. En révélant l'histoire d'un prêtre et de sa famille, cet égyptologue tente de reconstruire le passé. Un nouveau personnage de l'Ancien Empire qui surgit des sables. C'est l'histoire d'une intrigue familiale, d'une conspiration politique et de la quête de la vie éternelle. Alors Khatek, c'est peut-être sa fille. Et il est là avec sa fille. Suivant les indices laissés par les anciens, cet homme va essayer de combler les lacunes de l'histoire dans sa recherche du pharaon perdu. Près du Caire, les plus célèbres pyramides d'Égypte se dressent à Giza, sur la rive ouest du Nil. À quelques kilomètres, la première pyramide, celle du pharaon Djoser, domine le plateau de Saqqara. Plus en amont du fleuve se trouvent d'autres pyramides. Elles font partie du site connu sous le nom de Saqqara Sud. Durant la période de l'Ancien Empire, de nombreux pharaons furent inhumés ici. Parmi les rois de la 6e dynastie, 3 n'ont jamais été retrouvés. Entre le premier roi connu, Téti, et le 3e, Pépi, un pharaon nommé Ouserkaré est arrivé au pouvoir dans des circonstances obscures. Retrouver la trace de ce pharaon disparu est le rêve d'un scientifique. Alors on va prendre un petit point là, ici. Et c'est un point de niveau alors. Hein. 8514. Ok, point de niveau. À Saqqara, il reste de nombreuses richesses à mettre au jour. Pour atteindre ce but, les scientifiques doivent être le plus rigoureux et le plus précis possible. 2 chercheurs de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, Vassil Dobrev, archéologue, et Damien Lenné, topographe, cartographient le site à l'aide d'un théodolite GPS qui capte les signaux de 8 satellites. L'objectif est de documenter tout vestige antique et peut-être découvrir de nouvelles tombes pharaoniques. En arpentant le site, Vassil imagine la configuration des lieux dans l'Antiquité. Il y a 4300 ans, le complexe funéraire du roi, dominé par sa pyramide, était au fait de l'économie. La vie quotidienne se déroulait dans la vallée, à la lisière des nécropoles. La terre fertile d'Égypte donnait des récoltes abondantes. Les produits issus de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche étaient en grande partie destinés au culte funéraire du pharaon. Chacun dans son domaine contribuait au bien-être du monarque. Proches du pouvoir, les hauts dignitaires et leurs serviteurs accédaient au temple et à la pyramide par une chaussée montante, couverte à l'époque. Aujourd'hui, ces monuments sont en ruine, mais ils demeurent l'unique passerelle pour accéder au passé. Les égyptologues ont observé que les pharaons construisaient leurs pyramides en fonction de leurs prédécesseurs. Au croisement de 2 axes, entre Darchour et Saqqara, Vassil remarque un plateau vierge de toute construction monumentale. Le premier roi de la 6e
Depuis 15 ans, Vassil rêve de fouiller à cet endroit. Il pense que ce site est assez large pour contenir les fondations d'une pyramide qui n'aurait jamais été terminée. Et si cette hypothèse est juste, ce monument pourrait appartenir au mystérieux Ouserkarê, deuxième roi de la 6e dynastie. Cette idée permet de restituer le passé. Les architectes du pharaon cherchent à savoir si ce plateau est propice à la construction du tombeau royal. Ils vérifient si le monument pourrait s'intégrer sur les axes formés par les autres pyramides. En provenance de Memphis, la capitale de l'Égypte ancienne, le pharaon Ouserkarê est accompagné de son épouse et de la cour. Il vient voir l'emplacement de sa future pyramide. La construction du tombeau est l'événement le plus important du règne. Ouserkarê, la pyramide est l'unique moyen d'accéder à la vie éternelle. L'épouse du pharaon l'aide dans sa quête. Métamorphosée en déesse Séchat, la divinité gardienne des mesures et des écrits, elle immortalise l'acte de fondation de la pyramide. En inspirant le souffle divin, le pharaon puise son énergie vitale. « 4300 ans plus tard, le site de Tabet al-Gesh pourrait bien être propice à une fouille archéologique. Vassil choisit de creuser en contrebas du point culminant du site. Il procède à une fouille stratigraphique, couche par couche, de la plus récente à la plus ancienne, et la méthode est efficace. Quelques semaines plus tard, le sol livre les premiers indices. À 50 cm de profondeur, sortent du sable des enterrements antiques, squelettes et sarcophages de bois. À proximité du sarcophage d'un adulte, les archéologues découvrent celui d'un enfant. On voit le nez. Pour ce type de sarcophage, que ce soit des hommes ou des femmes, ils ont pratiquement la même coiffe. Les sarcophages sont intacts et n'ont jamais été ouverts depuis leur inhumation. Ça a l'air d'être une femme, hein? Ce sont les sarcophages d'une femme et de son enfant. Seul un panier d'offrandes, très bien conservé, accompagne les cercueils. Les archéologues préparent le déplacement des sarcophages pour les mettre en lieu sûr.
شوية تحت شوية تحت شوية تحت شوية تحت كمان كفاية كفاية سيبوا جنبي يلا جنبي ورا لا ورا شو ورا شو ورا Sur le site, l'émotion de la découverte laisse place à une ambiance presque surnaturelle. « 2600 ans après leur inhumation, les défunts se révèlent aux yeux des archéologues. Le bandelettage des momies a été parfaitement réalisé. Sous le tissu de lin, on devine les silhouettes. Les sarcophages datent de l'époque saïte. À cette période, les sépultures étaient directement placées sur les nécropoles de l'Ancien Empire, il y a plus de 4000 ans. Et nous savons, grâce à Saqqara, que les sépultures des personnages importants sont généralement situées juste au-dessus de la nécropole de l'Ancien Empire. Ainsi, si nous avons ici des sépultures intactes, nous pourrions avoir quelque chose d'intact en dessous. Quelques jours plus tard, des structures de briques crues apparaissent. Elles datent d'il y a 2600 ans, donc de l'époque saïte. Ces premières découvertes encouragent l'archéologue à remonter le temps. C'est dur celui-là. D'autres enterrements sont mis au jour. À l'ouverture d'un tombeau, des particules de moisissure se détachent des bandelettes de la momie. Sur tout le périmètre de la fouille, les archéologues ne cessent de mettre au jour squelettes et momies. Cette abondance de corps confirme l'étendue de cette nécropole de l'époque saïte. Au milieu du sable et des galets, les scientifiques sortent un nouvel indice, des tessons de poterie. Grâce à leur forme et à leur matière, leur embavée est formelle. Cette céramique provient des tombes de l'Ancien Empire, il y a 4300 ans. Huh? Because this comes together, it's good. Après plusieurs jours de fouilles, une structure rectangulaire de 10 mètres sur 7 apparaît. Elle est comparable à un autre puits funéraire saïte situé à quelques centaines de mètres de Tabet al-Gesh. Il est creusé dans le temple d'Ounas, un pharaon de l'Ancien Empire. D'une profondeur vertigineuse de 30 mètres, ce puits aboutit à la tombe d'un grand personnage. Par motivation religieuse et politique, les dignitaires de l'époque saïte ont réoccupé les nécropoles royales de l'Ancien Empire. À Tabet el-Gesh, Vassil a mis au jour des vestiges de la période saïte. Il espère maintenant trouver des tombeaux de l'Ancien Empire. ولا لا هنا تحت الطفل نظيف ما فيش زلط Mais quand il y a du sable pur, ça veut dire qu'au-dessous il y a autre chose, hein, c'est clair. Hein. Un puits creusé à même la roche intrigue l'archéologue. Comme un morceau de pierre qui apparaît.
L'intuition de Vassil se révèle être juste. Une pierre de calcaire blanc apparaît. C'est marqué le grand Dieu. Donc c'est quelque chose auprès du grand Dieu. Et on sait qu'il est pensionné auprès du grand Dieu, quelque chose comme ça. Bon, maintenant, il faudrait qu'on descende vraiment pour qu'on voit quelque chose. Il y a ces dark qui mèchent tout le temps. Vraiment, c'est intact. Hein. C'est exactement comme ça a été construit à l'époque. Il va sortir, voilà, sa petite tête. Et ici, il y a son nom. Voilà, juste ici, ces signes-là. On ne va pas trop toucher parce que, même si c'est très bien conservé quand même, et il s'appelle Khaou Nefer. Pour l'instant, j'ai vu un seul de ces titres, c'est Merwati, ami unique ou ami intime du roi, celui qui connaît le roi, celui qui est avec le roi tout le temps. Donc, un nouveau personnage de l'Ancien Empire qui surgit des sables. Qui était Khaou-Nefer? Il pourrait avoir servi plusieurs pharaons. C'est ce que l'archéologue espère maintenant découvrir. Peu à peu, un mur de calcaire se dessine sous ses yeux. Il est couvert de hiéroglyphes que Vassil commence à déchiffrer. Benafa. C'est le roi Pépi, qui date de la fin de l'Ancien Empire. NT, comme en Nef, était manifestement un prêtre qui accomplissait des cérémonies et des rites dans le temple funéraire de Pépi. Aujourd'hui, deux nouvelles figures du passé lointain ont émergé de l'histoire après plus de 4 millénaires. Comment Nef et son épouse. À partir de maintenant, nous commençons à en apprendre davantage sur sa vie. Pour l'instant, nous savons qu'il est prêtre de Pépi Ier, qui est en fait le 3e roi de la 6e dynastie. Pépi Ier est juste derrière. Il l'a donc servi dans le temple. D'autre part, je m'attends à trouver son titre avec un autre roi, s'il a servi 2 ou 3 rois. Ce sera donc intéressant de le découvrir. Le pharaon Ouserkaré pourrait-il être l'un d'entre eux? Vassil vient de découvrir la tombe rupestre d'un dignitaire et de son épouse datant de la fin de l'Ancien Empire. Pour protéger sa découverte des ravages du sable et des pillages, l'archéologue scelle la tombe au moyen d'une structure métallique. Ces pierres de parement sont les seuls vestiges de la pyramide de Pépi Ier. Elles permettaient au pharaon d'accomplir son ascension céleste. Dans l'au-delà, il lui fallait aussi boire et manger. Même après sa mort, les prêtres lui apportaient des offrandes dans son temple funéraire accolé à la pyramide. Ce complexe ressemblait à une usine bâtie pour produire de l'énergie pour le roi. Vassil imagine le temple au temps de sa splendeur.
complexe funéraire du roi construit sur l'axe solaire d'est en ouest. La pyramide est son temple, là où officient les prêtres de Pépi. De toute l'Égypte arrivent des offrandes destinées au culte de Pépi. Sous le contrôle des scribes, toutes les entrées sont enregistrées sur papyrus et consignées dans les archives du temple. Aou-Néfer accomplit le rituel de la purification. Il est maintenant prêt à pénétrer dans la partie la plus intime du temple. Derrière cette porte se trouve la salle aux 5 chapelles du pharaon. Il dévoile la statue centrale de Pépi représentée en Osiris, garant dans l'au-delà de l'ordre universel et juste. En tant que prêtre-lecteur, celui qui connaît les formules rituelles, Aou-Néfer prononce les 5 noms du pharaon, qu'ils vivent pour toujours et à jamais. Assisté par d'autres prêtres, il ôte la parure de la statue. Tout est soigneusement consigné. Il dévait la statue pour accomplir les rites de la purification et de l'encensement. Au même moment, dans les salles annexes et les couloirs du temple, l'activité est intense. L'heure est à la préparation des offrandes qui seront présentées au pharaon. Dans le temple de Pépi, Khouti, l'épouse de Aou-Néfer, honore la déesse de la paix et de l'amour, Hathor. Elle accomplit les rituels dans la Méret, un petit sanctuaire spécialement consacré à son culte. À Beth el-Gesh, la fouille continue, avec pour objectif de trouver l'entrée de la tombe de Aou-Néfer. Là, ils sont en plein milieu de la porte. Hein. Voilà. Vassil remarque que certaines pierres de l'encadrement de la porte manquent. Vient pas de... Il semble qu'elles aient été sciées. Ces pierres comportaient probablement des inscriptions importantes et peut-être le cartouche 12 heures carré. ده زي مكفول ده ها زي مكفول. Bernard Mathieu, directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, vient copier et étudier les textes hiéroglyphiques. Ici, je vois pas bien. Ah, ici, c'est un autre nom, là. Ah, c'est Sarkoït, là. Oh, il a peut-être 2 femmes, là. Non, mais ça, c'est pas marqué son épouse, là. Attends. C'est une concubine, là. Regarde, on l'a enlevé l'œil. En
grattant les yeux, le nez, la bouche et les oreilles de cette femme, quelqu'un a voulu la priver de sa résurrection. Pour l'archéologue, l'affaire se complique. Vassil a trouvé la tombe d'un prêtre et de son épouse. Et voilà maintenant qu'apparaît un second personnage féminin. Et ce n'est pas la seule découverte qu'il fait. Une nouvelle cavité au centre de la paroi de calcaire vient d'être mise au jour. Il y a une voûte et tout est collé. Hein. C'est une voûte en plâtre. Intrigué par l'étrange configuration de la tombe, Vassil fait dégager le sable aux abords de la paroi. C'est joli ça. Petit à petit, face à Aounefer sort du sable la figure d'un enfant. Voilà, un nouveau personnage. Voilà. Ah, ici une petite fille. Ah. C'est très bien conservé. Hein. Ah bah voilà. C'est tout, hein. Ouais, c'est la fille aînée, la belle, la jolie, la belle. Entre le prêtre et son épouse, c'est maintenant une fille qui se révèle aux yeux de Vassil. C'est leur fille aînée, la belle. Étrangement, sa tête est effacée. Et derrière, il y a encore la place pour quelqu'un? Ah. Ah. Peut-être. C'est Raoult. 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 Non, on a son fils. Il a un fils qui s'appelle Raoult, ça c'est logique. Au fur et à mesure, Vassil et Bernard prennent conscience de l'ampleur de la famille du prêtre. À l'extérieur de la tombe, la fouille progresse. Vassil a maintenant la preuve de l'existence de cette nécropole de l'Ancien Empire tellement attendue. Les archéologues et les ouvriers viennent de révéler plusieurs tombes rupestres, suggérant qu'une construction plus importante se trouve peut-être enfouie sous le sable de Tabet al-Gesh. À l'Ancien Empire, les pyramides comme celle de Giza sont entourées des tombes de grands dignitaires, prêtres, scribes, architectes, honorés d'être inhumés près du pharaon. C'est peut-être le cas à Tabet al-Gesh. Il est possible que cette rue de tombeaux avoisine les fondations d'un monument royal de l'Ancien Empire. Ouserkaré aurait-il choisi ce site pour bâtir sa pyramide ? L'archéologue est perplexe. Il est encore trop tôt pour le savoir. L'énigme de Tabet al-Gesh est loin d'être résolue. Comme il était d'usage à l'époque, les dignitaires assistaient et dirigeaient eux-mêmes la construction de leurs tombes. Ainsi, ils s'assuraient de la qualité des travaux de sculpture et de peinture. Après avoir tracé un quadrillage préliminaire, les dessinateurs se mettaient à l'œuvre. Ils esquissaient des scènes d'offrande ou un épisode de la vie du défunt. Aujourd'hui, Aounefer vérifie que toutes ses fonctions et celles de son épouse sont bien immortalisées dans la pierre. C'est du beau travail quand même. Ah oui, ça c'est la plus belle scène qu'on ait pour l'instant. Ouais. Ça c'est les couleurs. Pire. Pour l'instant, c'est la famille qui est ici. Il est avec sa femme, Hui. L'autre, nous ne savons pas, et elle avait un autre nom. Elle est autre chose. Nous ne le savons pas. Sur le site, Vassil a renforcé la protection des tombes. Un mur moderne interdit l'accès à la rue des tombeaux, désormais recouverte d'un toit métallique. Il faut préserver tous les indices. Il y a un Ek. Ça, je vois Ek ici. Mais c'est Khatek, c'est clair, c'est Khatek. Alors Khatek, c'est peut-être sa fille. Et il est là avec sa fille. Mais oui. Mais oui. Non, Imahout. Imahout tout court.
Ce n'est donc pas une concubine. Que s'est-il bien passé il y a 4300 ans? Dans le sanctuaire d'Hathor, la prêtresse Ruti était probablement assistée de sa fille. La paroi de calcaire suggère que la fille aînée de Aounefer a pris la place de sa mère en qualité de prêtresse d'Hathor. Aounefer, son père, l'aurait investi de ce pouvoir. Dans le temple de Pépi, le père était assisté par son fils. C'est lui qui officiera à la mort de Aounefer. Les reliefs peints ont aussi révélé que la famille était composée de 13 enfants. Pourquoi le visage de la fille a-t-il été effacé? Le coupable pourrait être le frère aîné. La fille a peut-être assumé un rôle trop important au sein de la cellule familiale. Peut-être même le rôle d'épouse de Aounefer, et son frère n'a pas pu s'y résoudre. Les murs ont appris à Vassil des détails tout à fait inattendus. Les secrets d'une intrigue familiale de l'Ancien Empire, mais pas la moindre trace du pharaon perdu. À l'intérieur de la tombe, les fouilles se poursuivent. La chambre voûtée est complètement dégagée. Au fond de la pièce, un puits apparaît en surface. Il doit probablement mener à la chambre funéraire de Aounefer. Dès les premiers coups de pioche, le puits s'avère être très large et pourrait atteindre une profondeur importante. À peine les ouvriers commencent-ils à creuser qu'apparaît une petite cavité du côté ouest. On a un petit passage là, qui mène derrière tout ça. Je pensais donc que le puits serait très profond. Il peut encore l'être. Mais très vite après, il y a un petit passage ici sur le mur ouest. Nous verrons donc ce que c'est. J'ai été surpris. Si le puits n'est pas très profond, ce pourrait être le passage vers la chambre funéraire. C'est une possibilité. Mais nous verrons bien. Je ne sais pas. Je suis surpris.
Vassil vient peut-être de trouver l'accès à la chambre funéraire de Haoun Nefer. La nuit tombe et la fouille doit s'interrompre. Il faudra encore patienter. Afin de mieux protéger la tombe, Vassil a souhaité renforcer la sécurité pendant la nuit. Aujourd'hui, les ouvriers arrivent plus tôt que prévu. Ce n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour où la chambre funéraire va être révélée. Si tout se passe bien, Vassil n'est qu'à quelques heures de la rencontre avec Haoun Nefer. Il espère que le prêtre l'aidera à résoudre l'énigme du pharaon perdu. La cavité découverte la veille n'est pas un passage vers la chambre funéraire. Est-ce que c'est un projet qui a été abandonné? Ou ça peut très bien être... plus bas, la même chose. Ou ça peut être très bien une pièce utilisée pendant la construction. Pendant la construction du tombeau, en quelques heures seulement, Vassil a progressé d'environ 4,5 mètres. Le puits s'enfonce de plus en plus profondément dans la terre. Le puits devient étroit maintenant. Et ici, sur le côté, nous avons quelque chose comme un passage ou une petite pièce, une salle de manœuvre ou quelque chose comme ça. Et pour l'instant, le puits devient plus petit maintenant. J'espère que ce sera la fin. Ok, dlaqui keda كويس. سيبوا ده جوه دلوقتي. Je pense que bientôt, j'espère. D'accord, regardez. Se fiant à son intuition, Vassil tente de se faire une idée de ce qui s'est passé ici il y a bien longtemps. Comme tous les dignitaires, le prêtre a été enterré avec des offrandes et du mobilier funéraire. Certains de ces objets étaient inscrits au nom du défunt et révélaient ses fonctions auprès des pharaons qu'il servait. Dans la tombe, un prêtre prépare des statuettes qui seront déposées dans la chambre funéraire. Le fils d'Haoun Nefer vérifie que rien ne manque pour la cérémonie. Le puits s'enfonce de plus en plus profondément. Là, on est quand même à, disons, à plus de 10 mètres. Hein. Il y a un remplissage ici. Ça a l'air compliqué. Ça, c'est la montagne, mais là, ça sonne creux. Oh, là, ça se complique, là. La
procession funéraire est parvenue jusqu'à la ruelle précédant la tombe. Aounefer va pouvoir rejoindre sa dernière demeure. Après de longues heures d'efforts, Vassil parvient enfin à la chambre funéraire. Oula, c'est une énorme pièce. Ouh, on a le corps là. Atma. استنى. ممكن دي سيب ده. Mon Dieu. Ah, c'est une pièce voûtée et on a les ossements. Les os sont éparpillés. Le cercueil en bois s'est complètement décomposé et il ne reste plus aucun objet funéraire. C'est une terrible déception. Il s'agit donc peut-être de la momie ou du squelette de Hound. Apparemment, il a été déplacé. Nous verrons donc s'il a été déplacé à cause de quelque chose qui est tombé du sol ou du plafond. Il nous reste encore au moins 1 mètre à descendre ici pour avoir un meilleur accès à cette pièce qui fait environ 5 mètres sur 2 mètres. C'est-à-dire qu'elle est taillée dans la roche. D'une manière inhabituelle. Pour Vassil, il semble que cette chambre funéraire ait été pillée dès la fin de l'Ancien Empire, peut-être pour des raisons politiques. Aounefer aurait été impliqué dans une conspiration à l'époque des premiers pharaons de la 6e dynastie, Téti, Ouserkaré et Pépi. La fouille doit continuer. Dans la tombe, d'autres puits sont dégagés. Certains atteignent parfois 7 mètres de profondeur, mais les résultats sont tout aussi décevants. Poursuivant sa quête du pharaon perdu, Vassil pénètre dans la tombe voisine. Bien des surprises l'attendent encore. Plusieurs statuettes représentant le propriétaire de la tombe sont mises au jour.
Il est prêtre lecteur, s'avère être le beau-père de Haounéfer et se nomme Khnoum-Hotep. Il appartient à la génération précédente de celle d'Haounéfer. Le père de Khouti a servi le pharaon Téti et peut-être Ouserkaré. À même le sol sont dispersés des fragments d'un magnifique linteau sculpté. Ceux qui se sont introduits dans la tombe ne cherchaient pas à voler ces pierres, mais plutôt à faire disparaître les inscriptions gravées sur les 2 montants qui soutenaient le linteau de la porte. Ce qui manque ici, ce sont les portes ici et là, car nous avons le linteau entièrement conservé en morceaux. Apparemment, quelqu'un avait enlevé ces portes et le linteau est tombé et s'est brisé en 5 morceaux. Nous les avons trouvés. Nous avons un problème similaire ici. Il manque tout ce mur. Lorsqu'ils ont construit ce mur, c'était une pierre après l'autre. Puis quelqu'un est venu couper et enlever ce qui se trouvait sur ce mur. Pourquoi? Nous avons ici le début de ce qui était écrit ici. Il est écrit « Je suis ». C'est le début de ce que nous appelons une autobiographie. Il décrivait donc simplement ce qu'il était, ce qu'il faisait et pour qui. Il faisait ceci et cela, il servait un tel. Il y avait peut-être un nom de roi. Aujourd'hui, le docteur Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, vient voir les nouvelles découvertes à Saqqara. Lui aussi trouve un peu étrange que seules certaines pierres aient disparu. Le fragile, donc nous n'y touchons pas pour l'instant. La première partie de la dynastie. Nous manquons d'éléments pour mieux comprendre cette période. Nous n'avons pas retrouvé les pyramides de certains rois de cette dynastie. Nous ne savons donc presque rien de leur règne. Nous dépendons complètement de l'étude des tombes particuliers de cette époque. Ces inscriptions auraient été supprimées volontairement pour bannir Ouserkaré de la mémoire collective. Il aurait pris le pouvoir dans des circonstances troubles, à la suite de l'assassinat du pharaon Téti. Le roi Téti a été tué par ses gardes du corps. Il y a donc eu une sorte de conspiration contre le roi Téti. Puis le roi Ouserkaré est arrivé pour une courte période, peut-être 1, 2 ou 3 ans. Pendant cette période, ces gens ont peut-être servi ce roi parce que c'était le roi. Mais quand Pépi est arrivé au pouvoir, peut-être qu'à ce moment-là, tous ceux qui avaient servi le roi précédent ont été écartés. Peut-être que leur biographie, ce qui était écrit sur ce roi a été effacé, parce qu'il était considéré comme quelqu'un qui avait pris le pouvoir par la force. Après la mort d'Ouserkaré, Pépi accède au trône et entreprend la construction de sa pyramide. Haounéfer a été capable de s'adapter à ce nouveau règne. Il a été promu au rang de chef des prêtres du temple funéraire de Pépi. Et même s'il a été témoin d'événements compromettants, il est parvenu à occuper une meilleure position sociale dans la hiérarchie de l'État. Les informations manquantes montrent qu'il y avait des informations qui étaient très importantes et qui pouvaient être compromettantes pour le règne suivant. La fouille de Tabet el-Gesh a démontré l'existence d'une nécropole oubliée de l'Ancien Empire, dont seule une infime partie vient d'être révélée. Si le nom d'Ouserkaré était resté présent dans les biographies d'Haounéfer et de son beau-père, cela aurait pu nuire à leur mémoire. La destruction de certaines inscriptions atteste bien de la volonté d'éliminer les indices menant au pharaon. Vassil poursuivra son enquête afin de découvrir s'il s'agit bien d'une nécropole royale. Il espère que le site de Tabet el-Gesh révélera encore des dizaines, voire des centaines de tombes de dignitaires au service du roi d'Égypte. Et si l'hypothèse se vérifie, surgira des sables le tombeau du pharaon perdu.